Donc, euh, donc voilà, donc je vais vous relater un petit peu des recherches que j'ai réalisées entre 2013 et 2017 à peu près, hein, 2018, sur l'environnement scientifique du jeune Albert Einstein, hein, c'est-à-dire une période qu'on connaît pas forcément très très bien, qui est liée à son environnement scientifique en Italie. Hein, je vais revenir là-dessus, mais comme vous le savez, la famille d'Albert Einstein, à un moment donné, s'est établie en Italie. Et Albert Einstein a vécu une année à peu près en Italie, un peu moins, et ensuite est revenu épisodiquement. C'est ça qu'on sait moins. Il revenait en fait chaque semestre pendant ses études supérieures, d'abord à l'école de Harrow, puis ensuite pour le lycée, pardon, et puis ensuite à l'école polytechnique fédérale de Zurich, à l'ETH. Il revenait en fait passer du temps dans sa famille, tout simplement. Et on a trace en fait de ces passages à travers les lettres qu'il adressait à l'époque à sa fiancée Mileva Maric, qu'il avait laissée à Zurich. Et donc, au fil des lettres, bon, on apprend des tas de choses, hein, des tas de choses de la vie ordinaire du couple, hein, si je puis dire, et puis aussi des allusions scientifiques. Et donc, ce qui m'a semblé intéressant, ça a été d'essayer de donner un petit peu un cadre, à savoir finalement de quoi témoigner ces allusions scientifiques. Est-ce qu'on pouvait retracer l'endroit où Albert Einstein travaillait à l'époque? Ce faisant, est-ce qu'on peut avoir une idée des sources qui sont à sa disposition, parce qu'en particulier dans les années 1900-1901, il commence une première thèse qu'il va abandonner début 1902, avant d'en soutenir une seconde en 1905. Et dans toute cette période-là, 1901, 1900-1901, ben, il fait comme n'importe quel étudiant en thèse. Hein. Il ne faut pas aborder Albert Einstein étudiant comme on aborde Albert Einstein, qui est la figure tutélaire de la science. Hein. Il faut l'aborder comme un étudiant qui compulse des articles, à qui, comment dire, il lui vient des idées, il filtre un peu ces idées-là, il a aussi des collègues avec lesquels il s'entretient, et c'est de ce maelstrom un peu que vont c'est dans ce chaudron que va se préparer en fait ces fameuses idées qui naîtront effectivement, qui semblent naître tout d'un coup en 1905. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous recommande la lecture en ligne. Hein. Vous avez une quinzaine de volumes qui sont accessibles. Bon, vous voyez, c'est le genre de gros pavés quand vous les avez voilà, en papier. Mais tout est accessible en ligne, en allemand, annoté en anglais ou en anglais pour les traductions. Donc, c'est les Collected Papers d'Albert Einstein, hein, qui ont été édités d'abord par Princeton et ensuite par Caltech. Hein. C'est le Einstein's Project à Caltech. Et puis, vous pouvez vous reporter également aux échanges épistolaires entre Michele Besso, sur lequel je vais revenir bientôt, et Pierre pardon, et Albert Einstein. Voilà, donc oui, juste pour les personnes qui se connectent, effectivement, de couper les micros parce qu'on peut entendre des petits bruits. Voilà. Alors, première étape, Munich à Pavie. Ensuite, nous verrons justement un peu plus de choses autour de la famille de Michele Besso avant de revenir à proprement parler sur Einstein à Milan. Alors, tout d'abord, donc comme vous le savez, hein, j'imagine, donc la famille d'Einstein était impliquée dans l'électrotechnique. On est dans les années 1880. C'est la seconde phase de l'industrialisation. Hein. Il y a eu une première phase qui était plutôt, on va dire, liée à l'industrie textile ou d'autres. Et puis ensuite, la seconde phase qui va être vraiment la révolution industrielle de l'électricité. C'est l'époque de l'éclairage électrique des villes. Et donc, on a dans la famille Einstein, il y a un personnage important, et souvent dans les familles, hein, je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, du moins, les oncles jouent un rôle important. Donc, je ne sais pas si c'est parce que les pères ont moins d'influence sur leurs enfants
que les oncles. Mais en tous les cas, l'oncle d'Albert Einstein avait fait l'école polytechnique de Stuttgart. Et c'est lui qui entraîne le père d'Albert en 1880 dans une compagnie en fait destinée à vendre des dynamos électriques ainsi que des appareils électriques. Donc la compagnie est fondée à Munich et c'est vraiment, alors je suis un peu gêné, voilà, comme ça. C'est vraiment, comment dire, une, un secteur très important en plein développement. Hein. Donc, Jacob Einstein avait du nez hein, quand il lance sa compagnie en 1876, puisque cette période est marquée par la première exposition internationale d'électricité qui a lieu à Paris en 1881. C'est l'exposition où vont être définies les unités de mesure, hein, le volt, l'ampère, etc., où les scientifiques en fait du monde entier vont se mettre d'accord sur les unités de mesure, puisqu'il faut pouvoir comparer, hein, ne serait-ce que pouvoir chiffrer avec les mêmes valeurs, les mêmes instruments, pouvoir quantifier en fait les propriétés de ces installations électriques qui vont naître à la vitesse grand V. L'électricité existait déjà dans le cadre des expositions internationales. Hein. Vous savez que les premières expositions internationales, la première a lieu, je crois, à Londres, au Crystal Palace, dans les années 1850. Donc il y a de tout. Hein. Après, elles ont lieu épisodiquement, enfin, à peu près dans différentes villes d'Europe et dans le monde. Et en 1880, l'électricité devient tellement importante que comment dire, une exposition lui est intégralement dédiée et ça va revenir par la suite. Par exemple, en 1882, il y aura une exposition à Munich et les Einstein vont être un élément moteur dans cette exposition. Ils vont exposer leurs dynamos, ils vont exposer les téléphones, hein, les premiers téléphones, et puis d'autres appareils électriques, des lampes, notamment des lampes à arc, hein, puisqu'à l'époque, les lampes à arc existaient depuis déjà un certain temps et elles sont concurrencées par les lampes en fait Edison, hein, des ampoules sous vide avec un filament qui brûle par incandescence, qui éclaire par incandescence. Donc vous voyez, à Paris, par exemple, on retrouve les noms de Helmholtz, de Siemens. Donc j'ai mis Paul Zeck, qui est moins connu, mais qui était le prof de Jacob Einstein. Weber, Heinrich Friedrich Weber, qui sera le prof d'Einstein à l'ETH de Zurich. Et on a Ernst Mach, qui représente l'Autriche, et Galileo Ferraris, sur lequel je reviendrai, pour l'Italie. Ces gens-là sont à Paris en 1881. Une autre exposition très importante sera celle de Francfort en 1891. Et donc, on verra que c'est probablement à cette exposition que Albert Einstein a rencontré pour la première fois Galileo Ferraris, qui en fait est le chairman du congrès dans lequel son oncle intervient. Et Weber se trouve également à cette exposition. La famille Einstein participe d'ores et déjà à l'éclairage d'un certain nombre de villes d'Italie du Nord, hein, en particulier la ville de Bardonecchia à la sortie du tunnel du Fréjus. Et il s'associe déjà à l'époque avec un ingénieur turinois du Politecnico de Turin, qui est Lorenzo Garonne. Alors, les affaires vont pas très bien marcher. Alors, c'est quand même une grosse entreprise. Hein. La famille Einstein a une entreprise d'à peu près 200 salariés en Allemagne. Mais ils vont louper le marché de la ville de Munich. Et en fait, ils vont être mangés par plus gros qu'eux. Hein. C'est-à-dire que il y a des gens comme Edison pour l'Allemagne, Siemens, etc., qui vont se partager ce marché-là. Et donc, ils vont se rabattre sur un terrain qui est plus favorable, qui leur semble plus favorable, et qui est l'Italie du Nord, en fait. Donc, à cette époque-là, hein, l'Italie a pris un peu de retard dans son développement industriel. D'une part, d'un point de vue historique, hein, puisque l'Italie était composée de différents duchés avec des barrières douanières, etc. Et l'unification de l'Italie est toute récente, hein, 1861 avec notre Grimaldi niçois. Ensuite, dans les années 1870, hein, pour une unification plus totale avec Rome comme capitale. Hein. Donc, à mon avis, et ça on va y revenir un peu plus tard, mais il me semble, hein, d'après cette étude-là, que les gens qui ont le pouvoir en Italie, à Milan, à ce moment-là, se tournent vers l'Allemagne. Hein. D'ailleurs, le modèle du Polytechnique de Milan, contrairement à celui de Turin, sera plus basé sur le modèle allemand.
Il y a des échanges avec la Suisse allemande, avec le TH de Zurich, avec l'Allemagne aussi, et certainement qu'il facilite le transfert de technologies pour que les entreprises viennent s'installer en Italie du Nord. Donc en 1994 se crée l'Officine Electrotecnica Nazionali Einstein Garonne et compagnie. Alors dans le et compagnie, il faut rajouter Angelo Cherry, qui est aussi un ingénieur, et cette compagnie n'aura que 2 ans d'existence. Les affaires des Einstein ne vont pas très bien marcher, ils vont perdre, il y a un problème de concession pour l'utilisation de l'eau du Tessin, ils vont perdre cette concession, l'entreprise va devoir être vendue, on verra dans quelles conditions, et on verra les gens qui gravitent autour de ça. Et ensuite, ce n'est que vers 1900 que comment dire, le père d'Albert Einstein va pouvoir relancer une entreprise un peu plus florissante en faisant encore de l'installation de dynamo électriques. Mais finalement, il meurt en 1902 d'un infarctus, je crois. Et son frère Jacob, lui, poursuivra, mais en tant que, dès 96, il devient en fait employé dans une compagnie autrichienne. Alors, c'est dans le bureau de l'oncle Jacob que le jeune Einstein, qui a 16 ans, passe son temps, hein. Donc je reviendrai juste après sur le fait que Albert Einstein avait été laissé en 1894 dans son lycée pour terminer ses études, le Luitpold Gymnasium à Munich. Mais en fait, il se fait porter pâle, hein. Il va voir un médecin qui atteste qu'il fait une dépression, etc. Et en décembre, il part seul rejoindre à l'improviste sa famille qui est à Milan, où il retrouve sa sœur cadette et puis ses parents. Et là, pendant quelques mois, il est plus scolarisé. Et il passe son temps dans l'ingénieur de Jacob Einstein, hein. On a un témoignage d'un certain Otto Neustadter qui disait que, alors que les ingénieurs de Jacob se grattaient la tête se cassaient la tête sur des problèmes, etc., le jeune Albert, en fait, déjà avait voilà, des fulgurances qui lui permettaient de résoudre certains problèmes, etc. Donc ça montre qu'il travaillait sur les données qui étaient disponibles dans ce bureau-là. Alors là, j'ai sorti 2 planches d'une revue très connue à l'époque, qui est La Lumière électrique. C'est la revue française, hein, mais qui est disponible partout en Europe, hein, qui est un peu qui s'est créée on va dire, en lien avec l'exposition de 81. Et alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez que c'est une planche qui est réservée ici à l'exposé d'un système d'éclairage par lampe différentielle à arc breveté par Jacob Einstein, hein. C'est la lampe différentielle Einstein de Jacob Einstein. Et dans la même revue, et j'ai pris exprès ce passage-là, vous voyez que des pages 313 à 319, on a un exposé sur les lampes à arc de Jacob Einstein, et sur les pages 320 à 324 du même numéro, on a un article de Camille Raveau, donc un français, qui expose en fait la théorie de Helmholtz. Alors, il faut voir que cette revue-là, elle est faite pour les ingénieurs, hein, pour les polytechniciens. Et donc, il y a des feuilletons sur 4-5 pages chaque semaine, de manière hebdomadaire. Les gens retrouvent en fait l'exposé d'une théorie. Par exemple, la théorie de Helmholtz, elle doit être exposée en 40 pages et en 5 ou 6 semaines par Camille Raveau. Et donc, ceux qui connaissent bien verront l'allusion, hein. Vous voyez l'intitulé de ce passage-là, le principe de moindre action en électrodynamique, hein. Donc, on voit que le jeune Albert Einstein, quand il a 16 ans et qu'il feuillette ce genre de revue, eh bien, il va trouver des choses qui vont l'intéresser par la suite, hein. Dès 97, dès 98, Einstein va travailler sur le principe de moindre action en électrodynamique avec les travaux de Helmholtz. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a des graines qui sont semées en fait, et puis qui vont ressurgir au gré de l'évolution intellectuelle du jeune Albert Einstein. Donc au départ, la famille s'établit à Milan, de Via Berchet. Ensuite, donc voilà, elle est rejointe par Albert. En 95, elle va à Pavie, au 11 rue Ugo Foscolo, en fait, dans la maison même qui avait accueilli Ugo Foscolo quand il avait été nommé professeur à l'université de Pavie pour 1 ou 2 années, hein, il n'est pas resté très longtemps, et qui était considéré comme le poète inspirateur du Risorgimento, donc de la réunification italienne. Les Einstein évoluent dans ce milieu, je dirais, intellectuel, d'anciens révolutionnaires
révolutionnaires au sens des révolutionnaires qui ont voulu l'unification de l'Italie, donc Garibaldi, Mazzini, et des gens qui ont pris les armes à l'époque pour suivre Garibaldi et qui sont devenus ensuite des députés, sénateurs, ministres, directeurs d'écoles, d'instituts, etc. En témoigne qu'au moment où ils vendent leur compagnie, donc on a un témoignage de Maya Einstein-Winteler qui explique, donc la sœur d'Albert, qui explique qu'à cette époque, la famille n'avait presque plus rien. Or, c'est quand même étonnant parce qu'à cette époque, elle n'a presque plus rien, ça on veut bien entendre, mais enfin, ils habitent dans un appartement de 11 pièces, situé à 2 pas du théâtre de la Scala, et qui appartient en fait à la famille des princes de Trévise. Et cet appartement en fait avait été occupé auparavant par la comtesse Clara Maffei, qui recevait justement des gens comme Mazzini, comme Giuseppe Colombo, sur lequel on va revenir juste après, en plus de, on va dire, des célèbres écrivains français, et de Verdi. Verdi était un ami proche de Clara Maffei, et vous savez que Verdi, c'était Viva Emmanuel Re d'Italia, pour les révolutionnaires à l'époque. Alors, un personnage important dans cet environnement, c'est Giuseppe Colombo, qui est vraiment l'organisateur au sens, comment dire, de l'organisation industrielle en fait du paysage électrotechnique en Italie. Il est le représentant de la société Edison pour l'Italie. Il en est même le directeur de la compagnie. Son bras droit est Carlo Monti. C'est avec lui qu'il réalise l'éclairage du théâtre de la Scala en 1884. Ah, j'ai perdu. C'est bon, voilà. Donc on voit que Monti en fait va racheter la compagnie Einstein-Garonne. On voit sur sur ce fascicule en fait c'est la compagnie Monti qui était l'officine électrotechnique nationale à Pavie. Quant à Giuseppe Colombo, alors c'était une époque où les gens avaient 36 casquettes, on ne parlait pas de cumul. Donc il est au départ professeur au Politecnico de Milan, président de l'Académie des sciences de Lombardie, sur laquelle je reviendrai de manière ample, puisqu'on verra que c'est là que Albert Einstein a travaillé à la bibliothèque. Il a été recteur du Polytechnico, président de la compagnie Edison, comme j'ai dit, président de la Chambre des députés, ministre des Finances. Donc c'est un personnage très important. Et les Einstein avaient des liens avec des personnages très importants, donc Colombo, bien sûr, mais aussi Luigi Luzzati, qui a été le ministre qui, 2 fois de suite, a succédé à Colombo en tant que ministre des Finances et qui, lui aussi, était professeur au Politecnico de Milan. Et donc, on a encore ce témoignage de Maya Einstein qui dit que le chaud été de 1895 s'est passé à Airolo sur le Gothard, où le jeune Albert s'est fait un ami paternel avec le ministre italien des Finances, Luzzati. Bon, c'est pas tous les jours qu'on se fait l'ami d'un ministre, donc vous voyez que ils évoluent réellement dans ce milieu-là. Un autre nom important, Galileo Ferraris. Si vous débarquez par train à la gare de Milan, à la station principale, vous verrez que dans le hall de la gare, peut-être vous l'avez déjà vu, sur les voûtes du hall de la gare, il y a le nom de Galileo Ferraris en lettres capitales avec d'autres noms liés justement à l'électrification, à l'industrialisation d'Italie. Donc, Jacob Einstein avait déjà écrit à Galileo Ferraris à 2 reprises, suite à une dispute avec des ingénieurs italiens pour l'éclairage de la ville de Varèse en 1888, et Albert Einstein lui a écrit en 1895. On reviendra sur cette lettre. Bon, il était l'instigateur de l'exposition internationale de Francfort de 91, professeur au musée industriel de Turin, qui est l'équivalent des arts et métiers. Il a été en fait l'inventeur du moteur électrique à champ tournant, théorème de Ferraris. Il a fait l'étude exhaustive du transformateur qui permet d'élever et d'abaisser les tensions, puisqu'on est dans les années où il y a une concurrence entre le courant continu et le courant alternatif.
Et c'est le transformateur qui va, on va dire, permettre de transporter le courant sur des lignes haute tension en minimisant les pertes d'énergie. Et c'est suite à ça que l'électricité va pouvoir se développer avec des sites de production qui vont être à distance. Et à Francfort, par exemple, il y aura l'inauguration de la ligne qui permet d'acheminer à 128 km du site de production en fait l'électricité pour la consommer. Alors qu'avant, avec l'électricité continue, le site de production était vraiment local, hein. On était à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres du site de production qui était d'ordre thermique, hein. C'était de la combustion qui produisait de la vapeur. Voilà, il a été le premier président créé de l'association électrotechnique italienne qui a été créée en 1897. Donc voici une première lettre, en fait la plus ancienne qu'on connaisse d'Albert Einstein, qui a été trouvée par Andrea Silvestri, qui est professeur d'électrotechnique au Polytechnique de Milan, et qui a trouvé cette lettre en fait dans un ouvrage de Galileo Ferraris. Il est en fait curateur, il est le responsable des archives de Galileo Ferraris. Et il a trouvé cette lettre-là, vous voyez, signée Albert Einstein, auprès de la compagnie Einstein-Garonne. Hein, il a 16 ans hein, à l'époque. Donc cette lettre dit, bon, elle est importante parce qu'on voit que, comme n'importe quel étudiant, Albert Einstein demande des lettres de recommandation. Et il en demande une à Galileo Ferraris, parce qu'à cette époque-là, il a comme ambition d'entrer à l'ETH de Zurich, qui déjà à l'époque était l'une des écoles les plus prestigieuses d'Europe et du monde, comme elle est encore aujourd'hui évidemment. Mais il y a un mais et un gros mais, c'est que en fait Albert Einstein n'a pas son bac, il a 16 ans. Pour rentrer à l'ETH de Zurich, il faut avoir 18 ans et il faut avoir sa maturité ou l'équivalent, donc son baccalauréat. Donc voilà, il a une double peine en quelque sorte et voilà, il se demande comment il va pouvoir faire pour y aller quand même. Einstein, c'est quelqu'un très jeune qui ne baisse pas les bras, hein, ça c'est sûr, qui est appuyé par sa famille. Hein, donc la famille ira voir par l'entremise d'un ami de son père qui joue un rôle important à Zurich. Et, il ira voir Albin Herzog, qui est le recteur du Polytechnique de Zurich. Et on a la réponse d'Herzog, hein, qui dira oui, mais si ce jeune homme est comme vous le dites, un génie, etc., il me faudrait quand même quelques éléments qui permettent d'en attester, etc. Et le mot de la fin, il dit bon, les parents insistent visiblement, et Herzog renverra Einstein passer son bac d'abord, hein, et avec comme l'accord qu'il pourra rentrer à l'école polytechnique de Zurich sans passer d'examen en fait. Hein. On n'a pas trace d'examen. Si on regarde le fascicule d'Einstein à l'ETH de Zurich, c'est marqué ohne Prüfung. Hein. Donc il n'a pas eu à passer d'examen, comme un certain nombre de personnes, en particulier en Suisse. Hein. Voilà. Donc, vous voyez que il fait allusion à un ingénieur qui, à son retour de Turin, lui a rapporté qu'il avait eu l'occasion de rencontrer son illustrissime, etc., Seigneur Ferraris, et qu'il lui avait fait la bonté en fait, de se souvenir de lui. Et donc, ce qui l'enhardit, le jeune Einstein à lui demander une piccola raccomandation privata à présenter au professeur Weber à Zurich. Hein, donc, on a trace de cette demande d'Einstein à Ferraris. On n'a pas le retour de Ferraris, mais il y a une note éditoriale des Collected Papers d'Albert Einstein que je vous indiquais en début de présentation, qui nous dit que Einstein a dû bien réussir ses examens puisque le professeur Weber, pardon, a donné à Einstein la permission de suivre ses cours s'il restait à Zurich. Hein, bon, comme je l'ai dit, Einstein n'a pas réellement passé d'examen dans les règles. Il a peut-être été convoqué à un examen oral au moment où il n'avait pas son bac, mais ça n'a pas donné suite. Et visiblement, Weber lui a permis de suivre ses cours, mais peut-être que la recommandation de Ferraris y était aussi pour quelque chose. Alors, dès cette période-là, en 95, Einstein en fait a produit un petit écrit qu'il envoie à son oncle César Corr,
qui est spécialisé dans le commerce de grains. Donc, on ne voit pas trop quel intérêt ça peut avoir. Hein. C'est recherche sur l'état de l'éther dans un champ magnétique. Voilà, je déplace la caméra parce que j'avais la caméra devant le titre. Donc ça pourrait être lié au mot d'Herzog qui lui demandait de faire preuve de sa maturité scientifique. Ce petit fascicule de 4-5 pages, en fait, traite des modifications des propriétés de l'éther élastique dans un champ magnétique et la conséquence sur la vitesse de propagation des ondes, et nourrit quelques questions, en fait, sur la nature du courant électrique, puisqu'à l'époque, on est en 95, il n'y a pas encore la découverte de l'électron. Hein. Donc, les gens pouvaient penser que le courant électrique était plutôt un état de l'éther, etc., suite aux travaux de Maxwell et de Larmor, etc. Les sujets sont l'élasticité, c'est le domaine de Herzog, l'électromagnétisme, c'est celui de Weber. Donc, on sent bien quand même que cet article-là doit être pensé dans ce cadre de vouloir rentrer à l'ETH à l'âge de 16 ans. Une question clé pour moi, c'est est-ce que Michele Besso a joué un rôle? Parce que pour écrire quelque chose sur les effets de magnétostriction dans les milieux biréfringents, hein, comme il en est question dans le cours de l'article, bon, c'est peu à la portée d'un jeune de 16 ans, même s'il connaît beaucoup de choses, et on peut se demander s'il n'a pas un précepteur qui le prépare aussi à l'entrée à l'école polytechnique fédérale. Einstein lui-même jouera ce rôle-là, et c'est quelque chose qui existe à l'époque. Hein. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Voilà, donc on a dit qu'il n'était pas accepté, il devait partir à Haro, et on verra la suite un peu après. Je reviens sur cette période à Pavie, hein, on va dire de décembre, on va dire du printemps 95 à l'automne 95. Hein. Ensuite, il partira dans le canton d'Argovie, près de Zurich. Il se lie d'amitié avec la famille Marangoni. Alors, si vous cherchez sur Internet Albert Einstein, Marangoni, Ernestina, etc., vous verrez qu'il y a beaucoup de documentation, puisqu'ils la voyaient régulièrement. Ils avaient des séances de musique ensemble. Elle jouait du piano forte, lui jouait du violon. C'était une famille de la bourgeoisie de Pavie. Et jusqu'à présent, on s'en était tenu à cette description-là. Mais en fait, en menant un peu des recherches sur place, en regardant quelles étaient les personnes dans la famille d'Ernestina Marangoni, on trouve un certain Carlo Marangoni. Et si vous voulez, ce qui a déclenché, en fait, pourquoi je me suis posé cette question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de scientifique dans la famille Marangoni? C'est parce que en fait, en 96, Albert Einstein remet à Ernestina un nouvel écrit qu'on a perdu, dont on n'a pas trace, dont on ne connaît que le titre, qui s'appellerait Sur la nature du courant électrique. Bon, Ernestina est fille de pharmacienne, elle travaille dans de la chimie, elle fait des études de chimie à l'université de Pavie. Bon, peut-être ça peut l'intéresser, mais enfin, bon, je ne pense pas qu'Albert Einstein attendait l'avis d'Ernestina Marangoni sur son travail. Et donc, en creusant un peu, ben, on voit qu'il y a un physicien qui est quand même relativement célèbre, qui s'appelle Carlo Marangoni. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est le Marangoni de l'effet Gibbs-Marangoni, en fait, hein, la tension superficielle des liquides. Donc, c'est son oncle. Elle a qu'un oncle. Hein. Donc, il n'a pas 36, c'est lui. Il a fait sa thèse en 1865. Donc, il a travaillé au bassin des Tuileries. Hein. Il a regardé en fait l'expansion d'une goutte d'un liquide, comment dire, comme de l'huile, hein, sur la surface d'un autre liquide. Et donc, il a travaillé, il était en thèse et il a été l'assistant du professeur Giovanni Cantoni, donc, qui est un éminent représentant de la physique italienne, et qui est connu pour son interprétation cinétique du mouvement brownien. Donc, je reviendrai sur ce point. Donc, il a travaillé sur les tensions de surface. C'est un sujet qui intéresse Einstein. Le premier article d'Albert Einstein en 1900 qu'il publie dans Annalen der Physik, porte sur les effets de capillarité.
Il en cherche, bon, il le fait pour autre chose, il veut en déduire en fait une information sur la nature des forces moléculaires, hein, donc à travers une étude un peu thermodynamique ou énergétique. Mais en tous les cas, son premier article portera sur ce sujet-là. Et dans la bibliothèque d'Einstein, du jeune Einstein, il y a un livre qu'il a acheté chez Eupli à Milan, qui est l'éditeur scientifique de Milan, qui sont les Popular Lectures de Thomson, dont le premier volume commence par 45 pages sur les phénomènes de capillarité, et en particulier sur, Thomson parle de la polémique qu'il y a, il attribue en fait l'effet Gibbs et Marangoni, il attribue ça à son frère Thomson. Voilà. Donc on voit qu'on est quand même au cœur de quelque chose, hein, il me semble. Marangoni est cité aussi à 3 reprises par Hermann Minkowski dans son article pour l'encyclopédie de Sommerfeld en 1907. Et Minkowski, qui sera le professeur de physique théorique d'Albert Einstein à l'ETH de Zurich. Donc vous voyez la somptueuse villa de vacances des Marangoni à Casteggio, un petit village près de Pavie. Et je suis entré en contact avec un journaliste qui s'appelle Fabrizio Bernini, qui est décédé depuis, et qui avait en fait été le destinataire des archives Marangoni. Et donc, il m'a confirmé que entre 1896 et 1900, Albert Einstein revenait régulièrement dans la maison Marangoni, notamment à l'époque des vendanges, et que c'était l'époque où Carlo Marangoni, qui était professeur à Florence, revenait lui aussi voir son frère, hein. Donc il se trouvait, voilà, donc Einstein a rencontré Carlo Marangoni pendant quelques jours, on va dire, ou quelques semaines, régulièrement, pendant 3 ou 4 ans, dans cette villa. Et et donc, ça peut jouer un rôle, je dirais, informel, hein. Donc, là, on est dans un environnement scientifique qui n'est pas quantifiable, hein. Il n'y a pas une filiation directe entre ce que fait Marangoni et ce que fait Albert Einstein. Mais en tous les cas, on voit, comme on a vu tout à l'heure, qu'à travers les revues qui sont disponibles dans l'atelier, dans le bureau d'études de Jacob Einstein, on a des choses qu'on va retrouver par la suite. On voit là aussi qu'il y a des thèmes qu'on va retrouver par la suite. Donc certes, ce sont des thèmes, on va dire, un peu chauds à l'époque, mais dont on retrouve physiquement la trace. Donc là, je vais très vite parce que sinon je vais prendre trop de temps, mais vous voyez que Carlo Marangoni était l'assistant de Cantoni. Un historien des sciences en 1913, dans le premier numéro d'Isis, en fait, rappelle que sur le mouvement brownien, il y a des travaux antérieurs aux travaux récents, hein, sous-entendus aux travaux d'Einstein, qui sont ceux de Giovanni ou de Perrin, qui sont ceux de Giovanni Cantoni en 1867, qui a été le premier à donner une interprétation, on va dire, du mouvement brownien en termes d'agitation des molécules du liquide. Et cet article, en fait, est paru dans Il Novecento. Donc, on voit effectivement, je vous laisse lire, hein, que effectivement, c'est l'agitation thermique des molécules du liquide qui sont responsables des chocs que subissent en fait les molécules plus grosses qu'on observe et qui sont soumises à une agitation du fait de ces chocs incessants, aléatoires. Et en fait, celui qui édite en fait les Novecento en 67, c'est Marangoni. Il est dans ce Museo di Firenze, c'est lui, il est professeur au Museo di Firenze. Voilà, donc il y a un lien, d'après moi, sur le mouvement brownien. L'explication qualitative du mouvement brownien est assez peu connue, peut-être à l'époque, a pu être donnée par Carlo Marangoni à Albert Einstein. Alors, l'article de 1905, Einstein fait un calcul, hein, c'est une conséquence de sa thèse. Mais quand il est interrogé sur ses souvenirs, et il va dire que l'explication lui est venue soudainement. Mais pour que l'explication vienne soudainement au regard des travaux récents que lui-même a développés, il faut que la problématique soit plus ancienne et qu'il y ait réfléchi avant, hein, et qu'il était familier des bases sur lesquelles il fallait qu'il lance sa réflexion. Donc c'est uniquement dans ce sens que je dis qu'il y a un cadre qui permet de montrer qu'il y a des liens entre ce qui sera fait en 1905 et ce que fait Einstein à ce moment-là, de manière plus ou moins informelle. Donc, maintenant, je vais prendre quelques minutes pour parler du deuxième point,
qui est très important, qui est en fait la relation de Michele Besso avec Albert Einstein. Donc, Michele Besso, vous savez qu'il est remercié par Einstein dans son article sur la théorie de la relativité restreinte en 1905, son célèbre article qui fonde la théorie de la relativité restreinte en 1905, en juin 1905. Einstein ne cite pas d'autres sources antérieures, mais il remercie par contre son ami Michele Besso. Donc ça demande quand même de voir un peu plus près quelle est l'importance que revêt Michele Besso dans cet environnement qui commence en Italie. Alors, Michele Besso évolue dans les mêmes milieux, en fait, qu'Albert Einstein. Donc, chemin de fer, éclairage électrique des gares, compagnie d'assurance, parce que la compagnie Einstein est en lien avec les compagnies d'assurance, bien sûr, ingénieur polytechnicien, etc. Donc, si on cherche à dater la rencontre de Michele Besso avec Albert Einstein, on va se reporter à l'ouvrage de Speciali qui donne la correspondance Einstein-Besso, que je vous recommande. C'est vraiment très, très intéressant à lire. Speciali, il y a une préface et une introduction. Dans la préface ou l'introduction, je ne sais plus, il date à 1896 la rencontre, et ensuite à 1897. Bon, donc c'est pas clair. Il y a deux dates qui se télescopent. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est que d'après ce qui précède, on a quand même l'impression que Michele Besso, qui joue un rôle si important après, et qui joue toujours un rôle en se mettant en retrait. Michele Besso, c'est quelqu'un qui sort de l'école polytechnique fédérale de Zurich en 1895, l'année où Albert Einstein cherche à y entrer. Einstein est laissé sans... Il ne suit pas d'école, il est à ce moment-là. Il veut rentrer à l'école polytechnique, bon, il faut qu'il soit secondé par un polytechnicien. Il n'y a pas de doute. Donc, c'est le bon public, Michele Besso, pour jouer ce rôle-là. Et on a vraiment l'impression que toujours, il y aura cette distanciation. C'est une amitié très forte, mais c'est le regard un peu du maître sur son élève qui est dépassé par l'élève et qui admire son élève. Donc, Michele Besso a toujours été en retrait. Il n'a jamais souhaité en fait occuper le devant de la scène et son rôle lui a toujours convenu d'être en retrait d'Einstein. Albert Einstein dira de lui qu'il était la meilleure caisse de résonance dans toute l'Europe pour ses idées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un échange fort entre eux. Et on trouve dans le livre de Speciali, il y a l'information. C'est une lettre en fait il y a une mauvaise orthographe, excusez-moi, une lettre que Michele Besso adresse à Albert Einstein en 1945, le 10 octobre 1945. Donc il fait référence implicitement à l'année 1895. Il dit, n'est-ce pas, alors il vient d'assister à une conférence en fait sur les quantas. Et donc, il a travaillé avec Einstein sur les quantas. Et donc, il lui rappelle, n'est-ce pas à nouveau notre point de départ d'il y a 50 ans, entre Newton et Huygens. Donc, Newton, théorie corpusculaire de la lumière, Huygens, théorie ondulatoire de la lumière. Et on sait que Einstein, en 1905, va nourrir une vision duale de la lumière, où il va mettre en avant un comportement individuel corpusculaire de la lumière, théorie de l'émission, les quantas lumineux qui transportent une énergie epsilon égale h nu, et aussi un phénomène ondulatoire qui, on va dire, qui émerge de manière collective. C'est presque, voilà, c'est un peu cette idée-là qu'il a. Et ensuite, il cherchera à localiser la particule dans l'onde à la manière de De Broglie aussi. Donc, voilà, il a cette vision duale. Elle est très importante, cette citation, parce que Michele Besso ne se trompe jamais sur les dates et sur les périodes. Alors, quand on dit il y a 50 ans, c'est encore vague. On pourrait dire, bon, plus ou moins un an près, c'est pas contraire avec ce que dit Speciali avant. Sauf que Speciali, c'est la traduction de Speciali que je vous montre ici, cette traduction-là n'est pas fidèle à la version allemande que Speciali a publiée en 1972 et que j'ai vérifiée en fait par la lettre en fait d'origine que j'ai pu consulter. Et cette lettre d'origine nous dit que en fait il y a plus de 50 ans. Donc c'est mehr als 50 Jahren, il y a plus de 50 ans que Michele Besso a rencontré Einstein en octobre 45. Donc ça veut dire avant octobre 45. Octobre 45, c'est la date où Albert Einstein souhaite rentrer à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Donc c'est bien avant son entrée à l'école polytechnique fédérale de Zurich que Michele Besso a
c'est lié à Albert Einstein, sur une discussion dont on voit que tout de suite les bases sont scientifiques, puisqu'ils discutent de quoi? Ils discutent de Newton et de Huygens. Tous les scientifiques que vous êtes qui sont connectés ce soir savent très bien que c'est deux phares importants du développement des idées scientifiques et que effectivement il y a beaucoup de choses à dire et intéressantes sur ces deux personnages et leurs théories. Voilà. Donc, vous voyez, d'après les souvenirs d'Einstein lui-même, dans son autobiographie scientifique, des notices pour son autobiographie, il rappelle en 1895, je suis arrivé à l'âge de 16 ans à Zurich, après avoir passé 1 an à Milan, sans école et sans professeur, mais pas sans tuteur. Mon objectif était l'examen d'entrée du Polytechnique, sans que la manière de m'y prendre fût claire pour moi. Bon, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait mettre derrière cette expression-là. Évidemment, Einstein ne rentre pas dans le détail. Alors, Albert Einstein aura de nouveau recours à Michele Besso à un moment très important, puisqu'on verra dans la suite qu'ils ont eu des échanges continus entre 1895 et 1902-1903. Et au 1er janvier 1904, Michele Besso rejoint Albert Einstein au bureau des brevets à Berne, puisque vous savez qu'en 1902, Albert Einstein a eu un poste d'expert de 3e classe, d'expert technique de 3e classe au bureau des brevets de Berne, et il a demandé à Michele Besso de le rejoindre. Donc c'est qu'il avait besoin de leur discussion en fait pour progresser. Et 1904, c'est juste avant 1905. Alors, quand on regarde en 1928, Michele Besso se lance un peu dans un bilan de leur lien et finalement de ce qu'ils se doivent un peu l'un à l'autre. Donc il dira à Albert, je te dois ma femme. Parce que quand Albert Einstein a terminé son école secondaire, son lycée à Harrow en 1895-1896, avant de rentrer finalement en 1896 à l'ETH de Zurich, il est hébergé dans la famille de Winteler, qui est la famille Winteler, dont le père est le directeur de l'école de Harrow. Et dans cette famille, Albert va fréquenter, on va dire, Marie Winteler pendant quelques temps, et son ami Michele Besso va épouser Anna Winteler, qui est la sœur aînée de Marie, et sa sœur cadette, la sœur cadette d'Albert Einstein, Maya Einstein, va épouser Paul Winteler, le frère de Marie et de Anna. Donc vous voyez qu'il y a des liens de parenté très forts, croisés, si je puis dire, entre les Besso, les Winteler et les Einstein. Donc ce sont des familles vraiment très, très liées. Donc, en 1928, du côté scientifique, Michele Besso écrit une phrase que vous ne trouverez quasiment jamais sous la plume des historiens, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, en fait. Je le dis un peu crûment, mais j'ai été choqué, en ce qui me concerne, de jamais le voir mentionné par les historiens, alors qu'elle est quand même clé, cette phrase. Michele Besso écrit quand même à Albert Einstein, « De mon côté, j'ai été ton public pendant les années 1904 et 1905, en t'aidant à rédiger tes communications. » Donc ça veut dire que dès 1904, il y en a une qui porte sur les quantas. Tes communications sur le problème des quantas, je t'ai privé d'une partie de ta gloire. C'est-à-dire que tu ne l'as pas fait tout seul, tu l'as fait avec moi. Mais en revanche, je t'ai procuré un ami, Planck. Voilà, donc ça c'est quand même très fort, parce que tout l'essor des travaux d'Einstein va être permis grâce en fait à Max Planck. Et on verra que même sur la relativité, après la publication des articles d'Einstein, Planck y travaille lui-même, fait travailler son gendre Max von Laue sur le sujet, mais aussi un de ses étudiants qui mourra jeune, Kurt von Bonzingale, sur le sujet également. Donc voilà, là aussi c'est une entreprise un peu familiale, je dirais, mais du côté germanique, qui va reprendre et donner une dimension internationale et un écho international aux premiers travaux d'Albert Einstein. Et sur les quantas, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très important, c'est que Einstein va montrer finalement que la constante de Planck, à laquelle Planck tient beaucoup, sa constante H, du epsilon égale H nu, l'énergie proportionnelle à la fréquence des quantas, cette constante est relativiste, et ça, ce sera implicitement dans l'article de 1905. Bref, voilà.
La référence au premier article, c'est que, j'aurai pas le temps d'en parler plus tard, je pense, mais Einstein écrit 3 articles qui portent sur la thermodynamique statistique entre 1902 et 1904. Son sujet, c'est la thermostate entre 1902 et 1904. Il pense, il pense surmonter combler un gap qu'il aurait vu dans la théorie de Boltzmann, qui tiennent en fait au fait qu'il n'a pas très bien compris toutes les subtilités de la théorie de Boltzmann en tant qu'étudiant. Il n'empêche qu'il y travaille de manière originale, et à la fin, il va s'intéresser au problème des fluctuations, et il va prendre comme exemple physique le problème du corps noir, justement, sur les fluctuations du corps noir. Et en regardant cette dernière partie de l'article de 1904 sur les fluctuations du corps noir, on voit que ça marche aussi avec l'idée d'une description corpusculaire de la lumière. Donc, il a ça déjà en tête. Et c'est un premier test qu'il fait sans le dire. Et c'est qu'en mars 1905, quelques mois après, qu'il publiera son article sur une détermination heuristique en fait, de l'existence des quanta lumineux, où la lumière elle-même devient constituée de quanta indépendants. Donc, ce que je disais tout à l'heure, à la fin de l'article de 1905, Einstein écrit, en terminant, je tiens à dire que mon collègue m'a constamment prêté son précieux concours pendant que je travaillais à ce problème. Je lui suis redevable de maintes suggestions intéressantes. Et on voit que Bessot, lui, de son côté, va tout le temps relancer Einstein pour qu'il fasse qu'il donne l'origine de ses idées, qu'il écrive du point de vue pour l'épistémologie, pour l'histoire des sciences, qu'il retrace en fait quelles ont été ses fausses pistes, quelles ont été ses sources d'inspiration, mais ce point-là n'intéressera pas Einstein. On ne veut pas le reprocher à Einstein, un scientifique. Einstein se bat tout le temps sur la brèche, il est tout le temps dans l'avancée de ses travaux, il ne regarde pas en arrière, et d'une certaine manière, il n'a aucun intérêt à le faire. Et donc, Bessot écrivait à Einstein: je n'ai pas pu retrouver la collection complète de tes travaux antérieurs à 1919. Elle me tenait particulièrement à cœur, car pour moi, elle redonnait vie à tant de nos discussions. Mais pourquoi cette collection rare ne serait-elle pas mise à la portée de tous, en y ajoutant l'essentiel d'un aperçu historique, de la genèse des problèmes, de ce que tu reprendrais pour des raisons de forme ou de fond, et peut-être même de ce que tu voudrais exprimer autrement? Je pense que tu devrais indiquer dans l'introduction ce qui, au début de tes recherches, était connu des travaux d'autrui, Boltzmann, Lorentz, Planck, ce que n'a jamais fait Einstein, en précisant les points de suspension, en précisant lesquels de leurs écrits. Je ne cacherai pas au lecteur les fausses routes suivies, car elles sont particulièrement instructives. Mais il le relancera pendant 20 ans. Mais il y aura toujours une fin de non-recevoir de la part d'Einstein. Et quand Bessot se hasardera dans des émissions radio à dire des choses, il se fera taper sur les doigts par Einstein. Alors, il y a une fondation intéressante, très intéressante à Rome, qui est la fondation Marco Bessot. Marco Bessot, c'est l'oncle, là aussi, de Michele Bessot. Donc, c'est un personnage très important sur lequel je vais revenir. Et donc, il y a cette lettre de 1913, donc, qui est en fait concomitante avec l'émergence des premières idées d'Einstein sur la relativité générale. Donc, vous savez qu'il a travaillé avec son ami Marcel Grossmann à cette période-là, à une première théorie qu'il va continuer à développer en 1914. Il y a un article qu'il va écrire un brouillon d'articles qu'il va écrire avec Michele Bessot. Chacun va écrire une vingtaine de pages. Cet article ne va jamais être publié parce qu'ils essaient d'expliquer le périhélie de Mercure, en fait, l'avance de périhélie de Mercure avec cette théorie-là, et ils ne trouvent que 18 secondes d'arc par siècle. Donc, ce n'est pas satisfaisant, c'est loin des 41 secondes d'arc qu'il faut expliquer, et donc la théorie n'est pas encore mûre, et l'article ne va pas être publié. Donc, il a été vendu, cet article, aux enchères une première fois à 500 000 $, puis une deuxième fois à 1 million de dollars, puis dernièrement, je crois, à 11 millions de dollars. Donc, si vous voulez le racheter, peut-être qu'il passera à 20 ou 30 millions dans quelques temps, mais enfin, voilà. Et on voit qu'à travers l'échange de Michele avec sa tante, la femme de Marco Bessot, il lui dit dans cette lettre: dans quelques jours, je reviendrai ici à Zurich voir mon ami Einstein à la lutte avec le grand inconnu. Travaux et tourments, donc avec le créateur, travaux et tourments d'un géant, Albert, auquel j'assiste tel un pygmée. Donc toujours cette gradation. Albert Einstein est le génie, lui il est le pygmée, mais un pygmée voyant. Alors là, ça veut dire que le pygmée permet au géant de ne pas mettre le pied dans une ornière.
Donc, il y a d'autres citations où il compare Albert à un aigle et puis lui à un moineau, ce qui n'empêche pas le moineau de volter parfois un peu plus haut que l'aigle. Enfin voilà, c'est très alambiqué, c'est du Michele Besso. Donc, ça, c'est la famille Besso. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Michele avec sa femme Anna Winteler. C'était un étudiant brillant. Il s'est fait virer de son lycée à 16 ans parce qu'il avait fait une pétition avec un collègue pour dire que le prof de maths était nul. Et donc, c'est lui qui a été viré. Il est rentré à l'université de Rome, dont le recteur en fait, de la faculté de sciences était Pietro Blaserna, un des grands personnages de la physique italienne, qui a été l'un des fondateurs de la Via Panisperna, de l'Institut de physique de Rome, et qui était un ami de Marco Besso aussi. Et on voit qu'il a eu des notes exceptionnelles. C'est qu'à part le dessin technique, ses notes de première année, c'est 30 en algèbre, 30 sur 30, 29 sur 30 en physique expérimentale, 28 sur 30 en géométrie. À titre comparatif, quelqu'un comme Quirino Majorana, l'oncle d'Ettore Majorana, qui a été quelqu'un qui a eu des responsabilités importantes en Italie, est tourné plutôt à 19 sur 30. Donc voilà, c'est pour situer un peu le niveau de Michele Besso. Et en 1900-1901, il est présent à Milan, où il est employé par une entreprise dont son oncle Marco est dans le conseil d'administration. Et Albert Einstein écrit à Mileva, parfois de manière un peu désagréable, en disant qu'il est un peu, comment dire, il dit que Michele est finalement, on lui confie des responsabilités, mais bon, qu'il n'est vraiment pas tout à fait ordinaire et pas tout à fait capable de les remplir, parce que, voilà, c'est vraiment, si vous allez avoir l'image du professeur Tournesol, le professeur Tournesol, c'est pas Einstein, c'est Michele. Donc voilà, il raconte des tas d'anecdotes, comme quoi il arrive sur le quai du train, il a loupé le train, il retourne à l'entreprise pour savoir ce qu'il doit faire, il repart le lendemain, enfin bon, bref, il y a toutes ces choses-là. Michele est issu d'une grande famille, comme je le disais. Il a un oncle, Beniamino, qui est l'un des directeurs d'une des 5 compagnies de chemin de fer italiennes. Il a écrit justement un ouvrage sur le tunnel du Fréjus, qu'il a percé, dont il a contribué à la percée. On a vu que les Einstein faisaient l'éclairage de la ville qui est à la sortie du tunnel du Fréjus. Il a écrit un ouvrage qui a eu beaucoup de succès sur les grandes découvertes et les inventions, dans lequel Michele Besso a appris à lire quand il avait 5 ans. Et là, on a un tableau que j'aime beaucoup, qui est d'Amalia Goldman Besso. Quand je suis allé à Rome en 2014, il y avait une exposition sur les artistes femmes juives du début du XXe siècle. Et il y avait 6 artistes, dont les filles de Nathan, qui était le maire de Rome à l'époque, et Amalia Goldman Besso, où il y a une collection qui est magnifique de tableaux qu'on peut trouver à la Fondation Marco Besso à Rome. Amalia Goldman Besso était partie faire le tour du monde. Elle était allée aux États-Unis, au Japon, pour se perfectionner dans la peinture. À gauche, vous avez Marco à son bureau. Marco, qui est le PDG en fait des assurances Generali, troisième compagnie d'assurance mondiale. Et puis, vous avez à droite Vittorio, du côté des Cantoni, de la mère de Michele Besso, qui est une Cantoni, pas le même Cantoni que tout à l'heure, mais enfin, c'est des Cantoni, qui est ingénieur du Polytechnique de Zurich, qui était hébergé par les parents de Michele Besso quand Michele était petit, et qui ensuite s'est spécialisé au Polytechnique de Milan, qui a travaillé sur l'installation de transformateurs à la centrale électrique de Trivu à une trentaine de kilomètres de Rome. Arrive à Tivoli, pardon, qui est aussi quelqu'un de très brillant, qui a eu comme professeur Weber, etc., que aura Albert Einstein et qu'a eu Michele Besso aussi. Et là, vous voyez la Villa Cantoni, une carte d'invitation pour aller à la Villa Cantoni, qui est une villa sur le lac Majeur. Et l'université de Turin a dédié un livre aux plus belles villas du lac Majeur. Il y en a une centaine dans cet ouvrage, et il y en a 5 qui font l'objet d'une étude spécifique, dont la villa Cantoni. Donc voilà, la femme de la mère de Michele Besso, son père était banquier. Et chez les Cantoni, la mère de Michele a une sœur, dont le mari est Giuseppe Young. Giuseppe Young a été le père d'un ministre sur lequel il y a eu une thèse, puisque c'était un ministre juif sous Mussolini, ministre des Finances.
Et c'était son neveu plutôt, c'était son neveu, pardon. Et Young, en fait, est l'un des professeurs, est un professeur de statique graphique au Polytechnique de Milan. Donc, il connaît Colombo, il connaît Luzzati, etc. Et c'est l'oncle de Michele Besso. Il habite à Milan. Et on a ici une lettre de Albert Einstein à une lettre d'Albert Einstein à Mileva Maric en 1901 à Milan, où il dit: avant-hier, Michele Besso est allé pour moi chez son oncle, M. Young, l'un des professeurs les plus influents d'Italie, auquel il a remis notre mémoire. C'est l'article sur la capillarité dont je parlais tout à l'heure. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer cet homme et je dois avouer qu'il m'a donné l'impression d'être quelqu'un de plutôt insignifiant. Ça, c'est du Einstein. Hein. L'un des professeurs les plus influents d'Italie et quelqu'un de plutôt insignifiant. Il dira à propos de Drude, qui dirige l'Institut de physique à Göttingen, j'ai les mêmes idées que lui, ce type est génial, il n'y a pas de doute. Hein, voilà, c'est du Einstein. Hein. Il a promis d'écrire pour moi aux professeurs italiens les plus réputés, Righi et Batelli, afin de leur demander s'ils n'ont pas besoin d'assistants. C'est déjà beaucoup, étant donné qu'ils semblent être de leurs amis. Voilà, il cherche à cette époque-là un poste d'assistant. Il faut comprendre Einstein. Hein. Il a fini l'école polytechnique. Il n'a pas été pris en tant qu'assistant par Weber. Ses copains de promo ont été pris en maths par Hurwitz ou par un autre ou par Herzog, mais lui n'a pas de poste d'assistant. Donc il doit se débrouiller par lui-même. Il a commencé une thèse, mais il n'est pas financé pour le faire. Ce qui est important, c'est la donation de Jung. On voit que Einstein lui a adressé tous ses mémoires jusqu'à 1906, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il obtienne en 1907 un poste de maître de conférence à l'université de Zurich. Donc, il lui adresse une douzaine de mémoires. Tous ces articles, en fait, sont adressés à Jung. Dans la bibliothèque de Jung, vous avez à peu près 500 ouvrages qui sont donnés. Alors, à cette époque-là, dans les lettres à Mileva, on voit que à cette époque où Michele commence une thèse, Albert ou Einstein commence une thèse, Einstein insiste Michele à commencer une thèse lui aussi. Il dit, pour Michele, je réfléchis à cette intéressante question, comment décrire le rayonnement de l'énergie électrique dans l'espace dans le cas d'un courant alternatif sinusoïdal? Qu'en est-il de l'amplitude des ondes créées en fonction de la fréquence des oscillations? Donc c'est le problème de la télégraphie hertzienne, dont vous savez que Marconi, en 1901, aura des succès éclatants dans ce domaine. Je l'ai fortement poussé à devenir assistant, mais j'ai du mal à croire qu'il le fera, etc. etc. Donc, de son côté, Michele, encore en 1928, dira: les 2 dernières fois que nous nous sommes vus, tu m'as rappelé ma thèse de doctorat qui en fait n'a jamais été terminée. Longtemps encore, j'ai songé à combien d'autres liens de nature toute différente existent entre nous. Donc, ce sujet-là est un sujet commun de leur réflexion qu'on peut mettre en lien, je pense, avec la télégraphie sans fil. Et quand on regarde de quoi est composée la bibliothèque de Giuseppe Young, on va trouver, on va dire, sur les 500 ouvrages de mathématiques, on trouve on va dire une vingtaine maximum d'ouvrages de physique entre les années 1860 et 1910, 1920, et 7 ou 8 entre 1899 et 1901, la période où Michele est à Milan. Et sur ces thèmes-là, on trouve tout ce dont a besoin un thésard pour une thèse sur la télégraphie sans fil. Donc, je l'ai mis ici. On va trouver un ouvrage de Broca sur la télégraphie sans fil, de Colson, qui est sur les cours qu'il faisait à l'école polytechnique, de Poincaré, son ouvrage électricité et optique, qui figure avec dont des éditeurs sur l'ouvrage, dans la bibliothèque de Young, encore de Poincaré sur la théorie de Maxwell et les oscillations hertziennes, et de Poincaré sur la théorie du potentiel. Alors, on peut s'interroger sur la présence d'ouvrages de Henri Poincaré dans la bibliothèque de Young, hein, quand on sait d'autant plus que Young était mathématicien et que dans les préprints d'articles qu'il a dans sa bibliothèque, il y a 2500 préprints d'articles, il n'y en a qu'un d'Henri Poincaré, son célèbre mémoire sur les fonctions fuchiennes. Voilà, donc Young n'était pas intéressé, mathématicien n'était pas intéressé par Poincaré mathématicien, je vois mal comment il pouvait être intéressé par Poincaré physicien. Hein. Donc, pour moi, c'est clair. Pour d'autres historiens, ils trouvent à redire, ils ne sont pas forcément d'accord avec mon affirmation, mais ces ouvrages de Poincaré sont importants parce qu'ils permettent de comprendre que dès 1901, Michele Besso et peut-être Einstein, mais surtout Michele Besso, est familier du travail de Poincaré et connaît électricité et optique, dans lequel il y a des choses très importantes. Je termine. Si je déborde pas trop, j'espère, peut-être 10 minutes, hein, si ça va, Alexandre.
va être trop long pour le public, 10, Oui, 15. 10 minutes, c'est bien. Allez, bon, allez, je vais essayer de terminer sur les 10 minutes. Donc, je vais aller assez rapidement. Donc, dans la période 1900-1905, pardon, je commence à fatiguer. 1896-1901, Albert Einstein revient à Milan à peu près 3 mois par an sur les 2 semestres. Donc, il s'intéresse à plein de sujets. Il discute, vous voyez, hein, il voit quotidiennement Michele Besso quand il est à Milan. Et donc, voilà ces sujets. On a l'écho de ces sujets à travers les lettres à Mileva encore. Hein. Avant-hier, Michele est arrivé de Trieste. Hier soir, pendant 4 heures, j'ai pris grand intérêt à parler boutique avec lui. Nous avons discuté de la séparation essentielle de l'éther lumineux et de la matière, de la définition du repos absolu, des forces moléculaires, des phénomènes de surface, de la dissociation. Il s'intéresse beaucoup à nos recherches, même si des scrupules vétilleux l'empêchent souvent d'avoir une vision d'ensemble. Hein, donc, Einstein est celui qui fonce. Michele va plutôt pondérer, etc., etc. Parfois, ça agace Einstein, mais Einstein lui sait gré de cette attitude aussi. Voilà. Et donc, tout ça, ça anticipe ce qui va se passer à Berne à partir de 1904, où les 2 amis vont se retrouver. 1901, le père de Michele décède. Michele doit partir à Trieste. Il devient ingénieur conseil. Et en 1904, il revient en compagnie d'Einstein. Donc, il n'y a rien d'important qui se passe, j'ai envie de dire, entre 1902 et 1904 pour Einstein, et tout ce qui est important va se passer après 1904. Alors, ma question, ça a été, où est-ce qu'Albert Einstein travaille quand il est à Milan? On peut retracer ça à partir des lettres à Mileva. Par exemple, la lettre du 4 avril 1901, il est en thèse, il lui dit « En revanche, j'ai entre les mains une étude de Paul Drude sur la théorie des électrons qui, bien qu'elle contienne quelques négligences, m'est si proche que j'aurais pu l'écrire moi-même. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Drude est un type génial, cela ne fait pas de doute, hein, il y a la confirmation, démonstration. Lui aussi suppose que ce sont avant tout des corpuscules électriques, etc. C'est un article sur les électrons, sur la conduction électrique et thermique dans les métaux par les électrons. Il a une étude de Paul Drude entre les mains. Donc, il est dans une bibliothèque où il peut lire un Allende physique. Le 4 avril, toujours dans cette même lettre, il conclut « Maintenant, il faut que j'aille à la bibliothèque, sinon il va être trop tard. » Donc, il est dans une bibliothèque où il peut aller à pied, pas trop loin de chez lui. Ensuite, le 10 avril, la semaine dernière, j'ai étudié le Oswald de Michele, l'électrochimie, etc. Et à la bibliothèque, la théorie des électrons dans les métaux. Donc là, c'est bouclé, la boucle est bouclée. Il lit l'ouvrage, les articles de Drude d'un Allende physique dans une bibliothèque qui se trouve pas très loin de chez lui. Or, il n'y a qu'une et une seule bibliothèque à Milan qui, en 1900, possède un Allende physique ainsi que les ouvrages connexes que va lire Einstein, hein, les Beiblätter zu den Annalen der Physik, les suppléments, les Annalen der Physik und Chemie, qui sont les Annalen der Physik avant 1900. Tout ça, ça peut être prouvé hein, à partir des lettres à Mileva. Et aussi, on voit que Albert Einstein demande à Mileva de lui expédier des livres qu'il n'a pas à Milan. Et on peut vérifier que ces livres-là ne sont pas dans cette bibliothèque. Donc cette bibliothèque qui passe tous les critères, c'est en fait la bibliothèque de l'Académie des sciences de Lombardie. Donc l'Institut Lombard, dont Giuseppe Colombo est le président. Donc voici le palais Brera, hein, que vous pouvez trouver à Milan. Certains d'entre vous y sont peut-être déjà allés. Donc c'est magnifique. Hein. Il y a la célèbre pinacothèque de Brera, hein, qui a été, on va dire, créée par Napoléon Bonaparte. Hein. Il y a une très riche bibliothèque, la bibliothèque Bredens, qui contient des ouvrages depuis le XIVe siècle. Et puis, quand vous entrez par la cour principale, vous êtes accueilli par voilà, cette statue qui est celle de Napoléon Bonaparte, puisque c'est lui qui, dans le cadre de la République cisalpine, a créé l'Académie des sciences de Lombardie. Ça, c'est la bibliothèque Bredens. Ça, c'est l'observatoire de Milan, hein, où Schiaparelli a cru observer les canaux de Mars. Hein, toujours pareil, en 1900-1901. C'est lui qui dirigeait l'observatoire à cette époque-là. Ça, c'est l'entrée actuelle. À l'époque, c'était l'autre entrée du palais de l'Académie des sciences, avec la salle de l'époque de l'Académie des sciences de Lombardie, la salle de lecture. On sait que Albert Einstein fréquentait le palais Brera. Hein. Son gendre Rudolf Kaiser, dans une biographie, écrit « Milan était un paradis de liberté et de beauté. Pour la première fois de sa vie, Einstein étudiait les arts plastiques et graphiques, la scène de Léonard de Vinci à Santa Maria della Grazie et les collections de Brera. » Mais ça a été mis sur le mode anecdotique. Que fait Einstein à Milan? Il fait du tourisme. Si vous regardez ce que proposent les agences de tourisme pour Milan, elles vont vous mettre la scène de Léonard de Vinci et Il Bacio, le baiser de Hayez à la pinacothèque de Brera. Hein. Donc,
Kaiser nous dit rien d'autre, Anton Reiser nous dit rien d'autre que ce que dirait une agence de tourisme. Mais quand on est au Palais Brera et qu'on sait qu'Einstein a besoin de lire des ouvrages scientifiques, eh bien, on voit bien que c'est là qu'il travaille. Alors, si on regarde un peu comment ça se situe au niveau géographique, hein, avec Google Maps, vous avez le palais Brera ici, entouré à gauche, la Via Borgonovo où habite Giuseppe Jung, l'oncle de Michele Besso, qui est aussi membre de l'Académie des sciences de Lombardie, et le 21 Via Billy, où habitent les Einstein, dans le palais de la comtesse Chiara Maffei. Et la Einstein-Garonne et compagnie, qui est ici. Hein. Donc vous voyez que tout ça, c'est dans un très petit monde. Hein. On est à quelques centaines de mètres. Alors, la question maintenant, c'est que trouve-t-on d'intéressant à cette époque-là sur lesquelles Einstein peut travailler dans cette bibliothèque de l'Institut Lombard? Donc, on trouve notamment les archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles qui répertorient en fait 70 articles de grands physiciens en hommage au 25e anniversaire de la thèse de doctorat d'Hendrik Anton Lorentz. Dans ces articles, vous avez celui de Planck sur les oscillations, des oscillations. Vous avez l'article de Lorentz, de Poincaré sur la théorie de Lorentz et le principe de réaction. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en dire un mot. Et on verra ici l'article de Max Rangenholm sur les forces moléculaires dans les gaz faiblement comprimés. Et il me semble clair qu'on peut établir sur cette base-là qu'Einstein a lu cet article de Max Rangenholm. Pourquoi? La suite vient. Donc en décembre 1900, on parle ici de la thèse qu'Albert Einstein a commencée. Et si vous lisez ce qu'écrivent les historiens des sciences, y compris spécialistes d'Einstein sur le sujet, vous ne trouverez, à mon avis, rien de très très clair. Donc j'espère être un peu plus clair, quitte à être un peu trop peut-être marqué et me faire critiquer aussi par des historiens qui pourraient être spécialistes du domaine. Donc en décembre 1900, Mileva s'attend à ce qu'Einstein soutienne sa thèse à Pâques. Mais à Pâques, donc en avril 1901, Einstein dit, en ce qui concerne la science, j'ai eu quelques idées splendides qui ne nécessitent maintenant qu'une incubation appropriée. Je suis maintenant convaincu que ma théorie des forces d'attraction atomique peut aussi être étendue au gaz et qu'il sera possible d'obtenir les constantes caractéristiques de presque tous les éléments sans beaucoup d'efforts. Cela va également amener le problème de la parenté interne entre force moléculaire et action à distance newtonienne. C'est l'idée que les molécules agissent comme des centres de force, que leur taille n'intervient pas et que la loi est de type newtonien en 1 sur R puissance quelque chose. Voilà. Le 15 avril, le lendemain, à Mileva, dans le domaine scientifique, il m'est venu une idée extrêmement intéressante qui va permettre d'étendre au gaz notre théorie des forces moléculaires. Si cette recherche mène à quelque chose, nous connaîtrons alors les forces moléculaires presque aussi bien que les forces de gravitation, à ceci près cependant que la loi du rayon restera encore inconnue. Le 30 avril, à Mileva, je suis très curieux de savoir si nos forces moléculaires conservatives s'appliquent aussi au gaz, à condition toutefois que je ne sois pas obligé de faire intervenir la taille des molécules. Ce concept mathématiquement si peu clair dans la formation des trajectoires des molécules qui s'approchent les unes des autres, et que donc chaque molécule puisse être considérée comme un centre de force. Et à la fin, Mileva a écrit à son ami Hélène Savic, Albert a écrit une étude magnifique qu'il a soumise comme thèse. Il obtiendra probablement son doctorat dans quelques mois. Le sujet porte sur la recherche des forces moléculaires dans les gaz en utilisant différents phénomènes connus. L'article de Ranganholm porte sur des forces planétaires, c'est le terme de Ranganholm, en 1 sur R4, d'attraction entre les molécules. Et il écrit que la taille des molécules ne joue pas de rôle. En faisant ceci, Ranganholm est en contradiction avec Boltzmann. Dans son ouvrage sur la théorie cinétique de gaz que Einstein a lu à cette époque, l'ouvrage de Boltzmann, Boltzmann fait allusion à Ranganholm. Donc Einstein a déjà rencontré Ranganholm sous la plume de Boltzmann, mais Boltzmann dit qu'on ne peut pas s'affranchir de la taille des molécules. Il a essayé de le faire, il n'y est pas arrivé. Ranganholm prétend qu'on peut le faire et Einstein s'engouffre dans les pas de Ranganholm. Ranganholm donc était connu d'Einstein. Einstein y renvoie Mileva sur la théorie des électrons en mai 1901. Et le 12 avril, les citations que je vous ai indiquées dataient du 14 et du 15. Le 12 avril, Einstein écrit à Ike Kamerlingh-Onnes, qui est le patron de Ranganholm à Leyde, pour lui demander un poste d'assistant, en lui disant qu'il travaille sur des sujets qui peuvent intéresser son labo, en gros. Donc, on voit bien que il y a un faisceau de concordance qui montre que entre le 12 et le 15 avril 1901, Albert Einstein a lu l'article de Ranganholm, a eu l'idée d'écrire à son patron de thèse pour avoir un poste d'assistant parce que les idées lui sont proches, parce qu'il trouve que c'est une bonne piste. Et ensuite, il changera d'avis. Quand en 1910, Einstein sera consulté pour un poste, cette fois de prof de Ranganholm, il dira que c'est quelqu'un qui a de mauvaises idées. Voilà. Bon. Il lui renverra l'ascenseur en quelque sorte, même si le pauvre Ranganholm, il était pour rien. Donc on voit que cette lecture-là a un effet
qui fait que Einstein ne va pas soutenir sa thèse, il va la réorienter, mais dans une direction contraire à Boltzmann. Et donc, son directeur de thèse, qui n'est pas du tout spécialiste, va soumettre la thèse à un rapporteur qu'on ne connaît pas. S'il a eu l'idée de la soumettre à Boltzmann, la réponse de Boltzmann, c'est que cette thèse ne tient pas la route. Et donc, ça expliquerait pourquoi Albert Einstein renonce à soutenir sa thèse. Il demande le remboursement de ses droits d'inscription en février 1902, alors qu'il était convaincu jusqu'en décembre 1900 qu'il allait être lui-même le premier à soutenir sa thèse parmi tous ses collègues, alors qu'il n'avait pas eu de financement. Bon, je vais très vite là-dessus pour dire qu'il s'intéresse aussi à la lumière, à la théorie cinétique de la lumière, à l'effet photoélectrique. Tout ça, il en prend conscience en avril et mai 1901. Quand on demande à Einstein rétrospectivement ses réflexions sur les quantas, l'origine de ses réflexions, il va dire qu'un total de 50 années de spéculation consciente ne m'a pas rapproché de la réponse à la question que sont les quantas de lumière. Il écrit ça en 1951 à Michele Besso. 50 ans, ça fait 1901. En 1952, dans un entretien avec Shankland, qui sera publié en 1963 dans American Journal of Physics, Shankland rapporte, j'ai demandé au professeur Einstein je l'ai questionné au sujet de ces 3 fameux papiers de 1905 et comment ils sont apparus tout d'un coup. Il a rapidement ajouté que l'article sur l'effet photoélectrique, donc le papier sur les quantas, a été le résultat de 5 années de pondération, de tentatives, d'explication des quantas de Planck dans des termes plus spécifiques. Et ces termes, on les a là. À Milan, le 30 avril, il revient sur le processus d'émission de Wien, où des molécules en fait tracent des sillages dans l'éther dont l'énergie cinétique en fait est proportionnelle à la fréquence. La fréquence de l'onde est proportionnelle à l'énergie cinétique des molécules. Cette énergie est rayonnée. Il y a des quantas d'énergie epsilon égale h nu. C'est l'article de Planck du 15 décembre 1900 qui est publié en fait dans Annalen der Physik en mars 1901, dans le même numéro dans lequel est publié l'article d'Einstein sur la capillarité. Et en mai 1901, il y a l'effet photoélectrique expliqué par l'absorption du rayonnement ultraviolet par les électrons du métal, par l'ENAR. Voilà, on a envie de mettre entre les deux un morceau d'onde plane qui a une énergie en fait epsilon égale h nu. Ça, c'est Einstein dira plus tard qu'un modèle naïf de quanta, c'est un morceau d'onde plane d'énergie égale h nu. On peut se demander s'il n'a pas déjà cette idée-là en tête et qu'il ne lui faudra pas plusieurs années pour trouver comment le mettre en évidence. Et c'est son article de 1905 qui permettra de le faire. Tout ça a été dit, en fait, par Jürgen Rehn en 1993. Jürgen Rehn qui a édité la correspondance entre Albert Einstein et Mileva-Maric. Donc ça ne lui a pas échappé. En tant qu'un peu plus spécialiste de Poincaré, j'ai envie de rajouter que si on regarde le Festschrift de Poincaré, l'article pour le 11 décembre 1900, donc on voit la concomitance de date, c'est du pur hasard, mais c'est vraiment amusant. Le 15 décembre, c'est les communications de Planck sur les quantas, le 11 décembre, le Festschrift pour Lorentz de Poincaré, et le 13 décembre, Einstein qui soumet son premier article sur la capillarité à Annalen der Physik. Donc vous voyez que il y a 4 jours en décembre qui sont denses du point de vue rétrospectif, et tout ça, Einstein en prend connaissance en avril 1901. Dans cet article est implicite, je ne dis pas que c'est explicite, mais est implicite le fait que l'énergie et la fréquence de la lumière se transforment de la même manière avec les transformations de Lorentz au premier ordre. Bon, je n'ai pas le temps de revenir sur l'article de Poincaré. Cet article est célèbre, notamment par le sens que donne Poincaré à une variable fictive qu'avait introduite Lorentz, qui s'appelle le temps local, qui est proche du temps de la relativité restreinte. Il manque le facteur de contraction sur racine de 1-2 sur C2. Mais on est en 1895. Lorentz introduit ce temps local-là pour expliquer une quinzaine d'expériences de physique. Poincaré l'interprète comme le temps indiqué par des horloges d'observateurs qui se sont synchronisées sur la base du fait que la vitesse de la lumière est constante et ne dépend pas du mouvement des observateurs. Donc pour chaque observateur, la vitesse de la lumière est c. Au premier ordre en v sur c, ce n'est pas à tout ordre. Einstein le fera à tout ordre, là Poincaré le fait au premier ordre pour expliquer une transformation au premier ordre. Et Poincaré regarde comment un train d'onde plan va se transformer on voit passer un canon qui émet un train d'onde plan, il a une certaine vitesse, on le regarde dans un référentiel, un mouvement par rapport au précédent, on regarde les événements que sont le début et la fin du train d'onde, et on regarde avec les transformations de Lorentz comment se transforme la longueur et l'énergie du train d'onde.
et il montre que la longueur se transforme, la longueur c'est la longueur d'onde, elle se transforme comme 1 plus V sur C, et l'énergie, donc la fréquence au sens de Planck, hein, la fréquence pour Poincaré, la fréquence, pardon, voilà, se transforme comme 1 moins V sur C. Pardon, excuse-moi, je suis fatigué. L'énergie se transforme comme 1 moins V sur C, la longueur d'onde contre 1 plus V sur C, et donc la fréquence, comme l'inverse de la longueur d'onde, comme 1 moins V sur C. Donc énergie et fréquence se transforment bien de la même manière. Dans son article de 1905, Einstein dira en passant, il est digne de noter qu'énergie et fréquence de la lumière se transforment de la même manière. C'était déjà le cas au premier ordre dans l'article de Poincaré. Je ne rentre pas dans le détail. Cet article de Poincaré est cité par Albert Einstein, il est cité en 1906. Donc, les historiens disent, s'il est cité en 1906, c'est qu'Einstein a pris connaissance pour cet article de 1906. Bon, ça n'a pas de sens, d'après moi. Einstein a tellement fait de choses en 1905 qu'il n'a pas besoin de se ramener à quelque chose de 1900 à ce moment-là. Donc, c'est qu'il l'a lu et il y a travaillé avant, bien évidemment. Voilà. Donc, il est connu que Arthur Miller, l'historien, a dit que Poincaré avait été le premier à donner la transformation d'impulse lumineux. Mais il n'avait pas fait cette remarque que je viens de vous faire. Alors, je termine, dernier transparent, pour revenir sur Einstein. Et là, je trouve que ça résume bien tout ce qu'on vient de dire. Vous avez ici une proposition de nomination d'Albert Einstein comme membre étranger de l'Académie de l'Institut Lombard de Milan, là où il a travaillé, à la bibliothèque. Les proposants de cette nomination sont Giuseppe Jung, l'oncle de Michele Besso, Giulio Vivanti, dont je n'ai pas parlé, mais qui est un camarade de promotion de Lorenzo Garonne, l'associé d'Einstein, au Polytechnico de Turin. Et cette proposition est faite avec Gösta Mittag-Leffler et Paul Painlevé. Donc, pour ceux qui connaissent les problématiques du prix Nobel, ce n'est pas anodin. Hein. C'est-à-dire que Gösta Mittag-Leffler est un défenseur ardent de Poincaré pour le prix Nobel de physique. Il avait déjà supporté Poincaré le prix qu'il avait eu du roi de Suède. Paul Painlevé est celui qui a invité Einstein à faire ses conférences au Collège de France en 1922. Le prix Nobel de physique 1921 n'avait pas été attribué faute de candidatures pertinentes. En 1921, Gösta Mittag-Leffler avait reproduit dans sa revue Acta Mathematica un article de Lorentz de 1915 intitulé « De mémoire de Henri Poincaré », dans lequel Lorentz disait que Poincaré avait été le premier à formuler le postulat de relativité dans toute sa généralité, ce qui invalidait évidemment un prix Nobel sur la relativité pour Einstein, alors que Poincaré était décédé en 1912. Il aurait été vivant, ça aurait été différent, mais il était décédé en 1912. Et donc en 1922, on voit qu'il y a un effort de conciliation qui est fait, hein, visiblement autour de cette histoire du prix Nobel, de mettre Einstein, Gösta Mittag-Leffler et Paul Painlevé ensemble. Hein, c'est comme ça que je l'interprète, du moins. Je trouve que le texte est vraiment très, très propre et très clair. Hein. Il rend vraiment hommage à Einstein, tout en étant vraiment, très clair. Le nom d'Albert Einstein n'a pas besoin de commentaires. Quoique la théorie de la relativité a eu comme les autres ses précurseurs, hein, évidemment Lorentz, Poincaré, il ne fait néanmoins pas de doute qu'Einstein a le mérite d'avoir hardiment énoncé les postulats fondamentaux de l'indépendance des phénomènes physiques vis-à-vis de la translation rectiligne uniforme d'un système de référence et de la constance absolue de la vitesse de la lumière dans le vide. Plus tard, alors que la théorie dont il avait jeté les bases se développait fortement, la nécessité d'étendre son champ d'application l'a conduit à modifier ses postulats en affirmant l'invariance des phénomènes physiques par rapport à des changements de référentiel plus généraux. Les discussions que la nouvelle théorie a suscitées dans le monde scientifique, la vive curiosité avec laquelle les confirmations expérimentales sont attendues, l'écho qu'il a rencontré en dehors même du cercle des scientifiques, tout cela montre que cette somme exceptionnelle est universellement attribuée aux vues d'Einstein, si bien que même ceux qui sont en désaccord avec lui sur quelques points particuliers le reconnaissent comme un rénovateur de la philosophie naturelle. Donc voilà, je pense que c'est un beau texte d'hommage à la contribution d'Albert Einstein, qui donne sa dimension, mais qui rappelle que sur les bases desquelles il est parti, il n'est pas parti de rien non plus. Mais en tous les cas, il lui donne une dimension qui va bien au-delà, surtout avec la relativité générale.
Voilà, donc ce que j'avais à vous présenter, donc je vous remercie pour votre attention.